Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous, merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission sur Isanganiro. Le 9 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre la corruption. Le débat Mosaïque va porter aujourd'hui sur la lutte contre la corruption justement au Burundi, précisément dans le secteur des marchés publics. Le pays est en effet classé parmi les plus corrompus selon le rapport de l'ONG Transparence Internationale qui classe le Burundi 165e sur 179 pays enquêtés en 2020. Les règles fixées par la loi sur les marchés publics reposent sur le principe de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures pour des objectifs d'efficacité, d'efficience et d'économie dans la gestion de la commande publique. C'est là l'article 11 du Code des marchés publics. Il est aussi précisé aux articles 54 et 55 de la même loi que les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels sur les appels d'offres. Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut se porter librement candidat aux procédures de marché public dans les conditions prévues par cette loi. Comment se porte alors la situation dans la passation et exécution des marchés publics? Y a-t-il, n'y a-t-il pas corruption et comment lutter effectivement contre la corruption dans ce secteur? En vue d'avoir des éclaircissements à ce sujet, 3 invités sont avec nous sur le plateau. Eric Nkurunziza, vous êtes le directeur technique de la réglementation et des affaires juridiques au sein de l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Faustin Ndikumana, vous êtes le directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Bonjour et bienvenue, monsieur Faustin. Bonjour, merci de nous avoir invités. Et puis, nous sommes avec vous, Pierre Claver Roulé-Lekana. Dans votre cursus, vous avez fait le commerce international. Vous participez aussi dans le secteur des marchés publics en tant que soumissionnaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Et à la présentation, vous retrouvez Léonce Bitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission. Permettez que je commence par vous. Eric Nkurunziza, directeur technique chargé de la réglementation et des affaires juridiques au sein de l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics. À quelle échelle les marchés publics contribuent dans l'exécution du budget général de l'État? Bon, merci de la question. Le taux des marchés publics par rapport au budget national de l'État, d'après le rapport de l'autorité de régulation des marchés publics de l'année qui vient de passer. 2020-2021, donc les marchés publics représentaient un peu plus de 60% du budget national de l'État du Burundi. Et les 40%? Bon, les 40%, non. Oui, donc les 40%, c'est-à-dire que ça représente peut-être les salaires des fonctionnaires et autres acquisitions qui ne passent pas nécessairement par les marchés publics. Mais qui dit marché public dit aussi appel d'offres, n'est-ce pas? Qui dit appel d'offres dit aussi concurrence. Est-ce que cela est observé? La règle ou la procédure, c'est comment, monsieur Eric Nkurunziza? Bon, premièrement, il faudrait d'abord que je définisse d'abord ce que c'est un marché public. D'accord. Donc, en marché public, d'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un contrat écrit qui est passé par... et ce contrat-là doit être à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il doit avoir une contrepartie onéreuse. C'est entre qui et qui? Donc, ce contrat, il est passé par une autorité contactante. Une autorité contactante, ce sont donc les institutions publiques qui passent ces contrats avec d'autres personnes qui peuvent être physiques ou morales.
Et ils peuvent aussi être des personnes publiques ou privées. Parce que un ministère quelconque peut passer en marché avec une autre institution publique. Et ce contrat-là doit être, c'est pour satisfaire à ses besoins. Et ces besoins peuvent être dans le sens des travaux, des fournitures ou des services. C'est ça, en gros, la définition d'un marché public. Donc, par un marché public, il faut comprendre un contrat. Sans contrat, il n'y a pas de marché public. OK. Donc, maintenant, par rapport à votre question, vous m'avez posé la question à savoir les principes. Oui, il y a les principes, la règle. Est-ce que la règle, ainsi de... Bon, pour ce qui est des principes, vous l'aviez déjà dit, les principes sont prévus à l'article 11 du Code des marchés publics. Il y a le premier principe qui est la liberté d'accès à la commande publique. Le deuxième principe porte sur l'égalité de traitement des candidats. Et le troisième principe porte sur la transparence des procédures. Bon, je ne sais pas s'il faudrait que j'explique chaque principe aussi, c'est compréhensible. J'ai aussi posé la question de savoir si, en même temps, est-ce que c'est respecté, c'est suivi, ces règles, ces principes, est-ce que c'est suivi? Est-ce qu'il n'y a personne qui peut se lamenter comme quoi il est exclu dans ces affaires de marché public? Les lamentations ne peuvent pas manquer. Les lamentations ne peuvent pas manquer parce que il y a des fois où ces principes, les trois principes, parce que les trois principes doivent être cumulativement respectés. Donc on ne peut pas respecter l'un des principes et dire qu'on a suivi toutes les procédures de passation de gestion de marché. Les trois doivent être respectés en même temps. Donc l'élémentation ne manque pas parce qu'il arrive des fois où, selon les intérêts des uns et des autres, que le principe de liberté d'accès à la commande publique ne soit pas respecté. Au lieu de passer un marché par un appel d'offres ouvert, il faut procéder par exemple par l'entente directe ou bien par le gré à gré, ou bien il y a des fois où les marchés sont morcelés. Est-ce que dans la même poursuite, dans la même logique, monsieur le directeur technique Eric Nkurunziza, est-ce qu'il n'y a pas corruption dans ce secteur de marché public? C'est exécuté, donc le budget de l'État est exécuté à plus de 60% à travers ces marchés publics. Est-ce qu'il n'y a pas corruption? Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de corruption. En fait, vous savez tous que c'est un secteur où il y a beaucoup d'enjeux, notamment des enjeux financiers, enjeux économiques. Vous-même, vous l'avez dit que de par le rapport de l'ONG Transparence Internationale qui classe le Burundi 165e pays sur 179 pays enquêtés. Donc, à partir même de ce rapport-là, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas de corruption dans le domaine des marchés publics. Même si on ne considérait pas ce rapport-là, même dans notre travail quotidien, on remarque qu'il y a certains actes qui pourraient nous amener à dire que la corruption existe réellement dans le domaine des marchés. Je reviendrai. Permettez que je me rende chez vous, Pierre Claver Roulet-Lekana. Vous êtes en tout cas un des acteurs dans l'exécution de ces marchés publics. Vous suivez de près la situation et c'est presque la même question. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas corruption dans le secteur des marchés publics? Bon, je vous remercie pour votre question. Je fais ma lecture personnelle, à voir ce qui se passe dans cette administration de l'État. Tout porte à croire qu'il y a corruption. Tout porte à croire. Je m'explique. Mais il y a la loi, le code des marchés publics, c'est clair. La loi, bon. Elle est très très bien faite. La loi a tout prévu. Malheureusement, les gestionnaires de cette loi, ils font une autre lecture qui n'a rien à voir avec la loi. Des principes énoncés dans cette loi sont bafoués. Donc il y a la loi élaborée, faite par les hommes, mais les hommes, ils font autre chose. Je vais m'expliquer davantage. La loi prévoit 3 procédures de passage de marché. La loi prévoit la consultation restreinte. Ça veut dire aligner
normalement, la loi prévoit que quand tu veux procéder à une consultation restreinte, tous les candidats potentiels dans le type de marché que tu veux lancer soient alignés. Malheureusement, les gestionnaires, ce qu'on appelle... Pour la consultation restreinte. Malheureusement, les gestionnaires, je veux dire les autorités contractantes, qu'on appelle dans cette même loi les personnes responsables de marché, ils alignent des entreprises et des sociétés qu'ils veulent choisir. Vous allez parler de conflit d'intérêts. Non, c'est pas conflit d'intérêts. C'est pas conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'en fait, il y a un favoritisme. Favoritisme. Je vais choisir Faustin, Eric, parce que vous vous connaissez quelque part, il vous promet quelque chose. Parce que on va s'entendre. D'accord. S'entendre. Et le problème qu'il y a, c'est que nous avons des organes qui sont censés contrôler que toute la procédure a été respectée. La question est si ces organes font effectuer leur mission. J'ai parlé de la consultation restreinte. La consultation restreinte, ce n'est pas en tout cas que la consultation restreinte. Non. Il y a autre chose. Hein? Donc, à l'article 83, l'article 83, il dit il ne peut être recouru à la procédure d'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur spécialité, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Donc, vraiment, il faut que ce secteur soit très particulier. Dans ce cas, tous les candidats potentiels identifiés sont tous invités à présenter leurs offres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, malheureusement. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose. Alors, il y a un autre type de passation, c'est le gré à gré. Le gré à gré, si vous allez à l'article 97, de la portée des marchés de gré à gré. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation spéciale de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Cette dernière vérifie que les conditions prévues à l'article 98 de la présente loi sont réunies. C'est quoi ces conditions? Le marché de gré à gré est passé si au moins l'une des conditions suivantes est remplie. C'est 1. Lorsque les travaux, fournitures ou services ne sont réalisés qu'à titre de recherche, d'essai ou de perfectionnement. 2. En cas d'urgence simple pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. En cas d'urgence impérieuse, motivée par des circonstances imprévisibles ou des cas de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres. Donc, la loi énonce les raisons qui puissent motiver le gré à gré. Sur le terrain, c'est autre chose. Vous allez aller dans les administrations, vous allez trouver qu'on va acheter des véhicules par gré à gré, qu'on va acheter un transformateur par gré à gré, des tuyaux par gré à gré, qu'on va acheter de l'engrais chimique. J'allais justement vous poser une petite question. Est-ce que vous paraissez sentir l'odeur de ce qui se fait lors de la passation et exécution des marchés publics? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques cas que vous avez vécus ou qui ont été vécus par les autres, mais que vous connaissez? Je ne sais pas si vous avez des cas. J'ai vu ceci. Non, on ne sortirait pas de cette salle. Il y a une multitude. Alors, je vais passer à la troisième formule de passation. Avant que je ne passe le micro. Voilà, passation. Donc la parole à M. Faustin ici. J'ai parlé de conciliation restreinte, de gré à gré. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'entente directe.
Alors, l'entente directe, à l'article... L'entente directe, et ça vous fait quelle impression? Mais c'est prévu, c'est prévu par la loi. L'entente directe, ça se fait. Un marché est passé par la procédure d'entente directe lorsque, après autorisation spéciale de la Direction nationale de contrôle des marchés publics, l'autorité contractante engage directement des discussions qui lui paraissent utiles avec le candidat et lui attribue le marché. La Direction nationale de contrôle des marchés publics vérifie que les conditions prévues à l'article 101 sont réunies. La demande de recours à cette procédure, alors, article 101, le marché par entente directe est passé si au moins l'une des conditions suivantes est remplie. Donc là, on va avoir toute une liste de conditions. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation. Donc, il y a des méthodes, qui cachent mal une corruption. Donc vous allez dire en quelques mots que la loi aussi contient des lacunes. Non. La loi ne contient pas. Elle a tout prévu. Ce sont les gestionnaires de cette loi qui font des choses comme ils veulent. En fait, il veut dire que ces différents modes de passation sont parfois utilisés abusivement. Abusivement par les autres. Par certaines autorités contractantes. C'est ce qu'il veut dire. Là, vous allez en dire quelque chose, monsieur le directeur technique. Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Puis-je continuer par vous, la passation, l'exécution des marchés publics. Vous, ça vous fait quelle impression? C'est comment votre analyse? Bon, on l'a dit, il y a les principes. Il y a les principes de transparence contenus dans la loi, dans le nouveau code de marché public. Il y a l'obligation de planifier les marchés publics, les faire connaître, les publier dans les journaux officiels, la condition des DAO, des dossiers d'offres, les publier. Donc les principes de transparence sont garantis à travers le code de marché public. Même au niveau de la sélection des candidats, les PV doivent sortir, n'est-ce pas? Tout doit être transparent à chaque étape du processus. Et tous les candidats potentiels sont libres de participer. Pas de discrimination, donc vraiment tout a été prévu. Même s'il y aurait des lacunes, vraiment, ce n'est pas des lacunes vraiment qui pourraient entamer la garantie de transparence à travers ce code de marché public. Et aussi, il y a des institutions garante de l'application de ces principes de transparence. Il y a la Direction nationale de contrôle des marchés publics qui doit vérifier à chaque étape si les procédures sont tentées d'être respectées. Il y a l'autorité de régulation de marchés publics, une entité vraiment avec une autonomie de gestion, avec une personnalité juridique qui peut suivre, qui peut s'autosaisir de chaque question, de chaque litige pour mettre hors d'état de nuire les éléments véreux dans l'administration qui veulent justement gaspiller l'argent du trésor public à travers la mauvaise passation des marchés publics. Est-ce qu'il se fait, et ce qui se fait sur le terrain, c'est comment? Ce qui se fait sur le terrain, c'est autre chose. Parce que, justement, on voit des exemples où des bizarreries sont produites au niveau de la passation, mais on se demande la question comment est-ce que ça peut passer au niveau des personnes chargées des marchés publics, parce que les ressources humaines sont là dans toutes les entités et des autorités contractantes. Par exemple, au sein des ministères, le ministre est la personne chargée des marchés publics. Et au niveau des... Là, c'est au niveau national. Donc les ministres, le ministère. Le ministère, c'est le ministre qui est chargé. Dans les entreprises publiques, c'est le directeur général. Dans les communes, c'est l'administrateur communal. Donc il y a même des commissions techniques. Non, c'est au niveau des communes et au niveau des ministères. n'a pas de personnalité juridique. Donc au niveau local, c'est la commune. Et alors, même ces autorités ont été... Il y a des commissions qui les appuient, les commissions chargées des marchés publics, des commissions de passation des marchés publics, des commissions de réception, des commissions techniques, certes, et indépendantes, et aussi, qui doivent aider la personne en question à bien orienter le processus. Et à chaque étape, l'intervention de la Direction nationale de contrôle des marchés publics est là. Mais on ne comprend pas.
de l'autorité de régulation des marchés publics. De l'autorité de régulation des marchés publics. On ne comprend pas alors pourquoi il y a ces dérives, pourquoi il y a ces imperfections, pourquoi des marchés ont été passés de façon vraiment délibérée. On exclut les gens. Il y a des marchés qu'on connaît. Ici, là, on dit les soumissionnaires doivent être, par exemple, en cas où les soumissionnaires devaient être... on exigeait qu'ils soient des fournisseurs fabricants, par exemple, alors que ça devait être ouvert à tout le monde. Il y a des caprices, il y a des stratagèmes qu'on essaie de développer. Mais vous estimez que tout cela est dû à quoi, M. Faustin Ndikoumana? Il est dû à ce que le secteur des marchés publics, tout à l'heure, Eric a dit que ça représente 60%. Plus de 60%. Exécution du budget général de l'État. Dans une étude faite en 2012, on a constaté que même ça arrive à plus de 70%. Parce que parmi les 1700 milliards, par exemple, de francs aujourd'hui du budget. 2021, 2022. 1700 milliards, ça approche. Outre les salaires de 300 milliards. Vraiment, en grande partie, ce sont les marchés publics. Donc autour de 1400 milliards, c'est exécuté à travers les marchés milliards qui doivent vraiment marché public. Donc vous comprenez que tous les fonctionnaires, tous les cadres verrés rompus aux pratiques de la corruption tournent autour des marchés publics. Tournent autour des marchés publics. Donc cet enrichissement illicite que vous constatez, ce blanchiment, la vraie source, ce sont les marchés publics mal passés. Donc je dois dire que chaque autorité contractante, chaque responsable des marchés publics, il essaie de voir comment gérer de façon opaque afin de trouver son compte de gérer avec son intérêt égoïste et sectaire. C'est cela que nous condamnons. Le fait que par exemple on exclut une certaine catégorie de soumissionnaires ou de candidats, c'est parce qu'on a fait un dossier d'appel d'offres avec des spécifications techniques tendancieuses. Taillées sur mesure. On veut quelqu'un, il faut décrire comme ça pour que ça soit la personne. Là, M. Faustin Ndikoumana, à vous entendre parler, on dirait qu'il y a des fonds qui passent par les marchés publics, mais qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. Qui n'entre pas, bien sûr. Quand on surfacture, quand on privilégie quelqu'un dans ses spécifications techniques tendancieuses, c'est que la personne qui a été désignée et de façon informelle à exécuter le marché, il y a eu, je dirais, une entente, et je dirais officieuse de partage, par exemple, au moment de la sortie des fonds. Et donc, ce sont des choses vraiment qu'il faut contrôler avec rigueur. Sinon, le secteur des marchés publics, s'il n'est pas bien assaini, je ne crois pas que le Burundi puisse décorer économiquement. Là, c'est un problème. Et M. Eric Nkurunziza, directeur technique. Le Burundi sera toujours directeur technique. Grec, vous êtes un cadre, pas n'importe lequel, au sein de l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics. Là, c'est vraiment un problème très sérieux à entendre M. Faustin Ndikoumana. Est-ce que vous affirmez que la corruption existe? Il y a corruption, il y a des fonds qui devraient entrer dans les caisses de l'État, mais qui entrent probablement dans les caisses des individus. Bon, je l'avais déjà dit. Au niveau de la RMP, on ne peut pas nier que le domaine des marchés publics est gangréné par la corruption. Et comme il vient de le dire, du moment que le budget les marchés publics représentent peut-être entre 60 et 70%. Disons 60 et 60. Oui. Vous parlez de plus de 60%. Oui. Faustin Ndikoumana parlait d'au moins 70%. Donc, là, vous comprenez très bien qu'il y a des enjeux. Là, il y a de l'argent. Les gens ouvrent les yeux. Donc, tout le monde veut s'accaparer. Donc, je ne peux pas dire que dans le domaine des marchés publics, la corruption existe. La corruption existe. D'ailleurs, je crois que c'est le domaine parmi les premiers domaines qui sont gangrénés par la corruption. Donc, il y a des personnalités qui voient des fonds à travers ces marchés publics et qui commencent à saliver. Oui, bien sûr. Je ne dirais pas seulement au niveau des personnes, même les soumis. Parce qu'il y a, dans le domaine de la corruption, il y a un corrompu et un corrupteur. Donc, dans ce cas-là, il y a même des soumissionnaires eux-mêmes qui proposent
qui propose de corrompre pour gagner un marché. Ça ne vient pas toujours, parce que quand on parle de la corruption, on dirait que ça vient toujours du côté de l'autorité, des agents publics. Non. Il y a la corruption passive et active. Oui, c'est ça. Donc, ça vient des deux. Donc là, on dirait qu'on veut uniquement incriminer les agents publics. Non. Il y a aussi du côté des soumissionnaires, des titulaires du marché qui font plutôt le premier pas. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Vous savez. Donc c'est des deux côtés. Bien sûr, c'est des deux côtés. Donc là, je vais m'exprimer du côté des agents publics. Effectivement, la corruption, ça existe, mais à quelle ampleur, ça, je ne saurais pas le dire. Mais, et cela se remarque quand on peut le remarquer notamment dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, comme mes amis l'ont déjà dit. Vous pouvez remarquer un dossier d'appel d'offres qui est tendancieux ou bien qui est carrément discriminatoire. Ou en consultant le dossier d'appel d'offres, vous allez voir que carrément... Faustin Ndikoumana a parlé tout à l'heure de dossier d'appel d'offres taillé sur mesure. Oui, c'est ça. C'est cela donc, où je dis donc des dossiers d'appel d'offres tendancieux, où en lisant seulement le dossier d'appel d'offres, vous allez comprendre qu'il est orienté vers... Détecter la personne qui est visée. La personne qui est visée. ça, c'est un cas. Il y a... vous pouvez par exemple voir un dossier d'appel d'offres où on a précisé par exemple que la loi précise qu'il ne faut jamais déterminer dans le dossier d'appel d'offres la marque d'un bien que vous voulez acquérir, par exemple. Donc, dans ce cas-là, vous voyez un dossier d'appel d'offres où il est marqué qu'ils veulent acheter une camionnette Hilux. Hein? C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez déjà exclu les autres concessionnaires qui vendent les autres marques. Donc, les Nissan, donc ils sont déjà exclus. Hein? Donc, il y a d'autres cas où vous pouvez constater qu'il y a la corruption, où par des modes de passation que M. Claver a déjà cités. Par exemple, par l'appel d'offres restreint, par exemple, où vous allez constater la loi. Vous allez constater que, parce que avant, pour procéder à un appel d'offres restreint, il faut que ce domaine-là soit vraiment spécialisé. Il faut que les biens que vous voulez acquérir revêtent une certaine spécialité et que ce bien-là ne peut être disponible qu'auprès d'un nombre limité. Donc, par exemple, il est incompréhensible, par exemple, qu'une autorité contractante qui veut construire des écoles. Vous savez très bien qu'ici au Burundi, il y a plusieurs entreprises de construction. Il y en a peut-être des milliers. Et vous voyez quelqu'un qui procède par un appel d'offres restreint. Ça, ce n'est pas normal. Et en consultant, vous constatez qu'il ne consulte que 3 entreprises. Ça, ce n'est pas normal. Alors qu'il y a des centaines, des centaines, voire des milliers. Dans ce cas-là, et souvent, dans ce cas-là, c'est que ils sont déjà entendus avec une entreprise. Donc, ce sont des les deux autres ne font que l'accompagner. Donc, on ne peut pas nier que la corruption existe. Plutôt, il faudra voir comment lutter contre là, on va y arriver. Ce sont justement des défis. Est-ce que vous pouvez ajouter quelques défis, Monsieur Claver, Pierre Claver, Roudé Lekana? Des défis qu'il y a. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces problèmes qui viennent de citer, Eric. Les défis, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Là, vous parlez de corruption. Quand vous prenez, vous initiez un appel d'offres et vous désignez un soumissionnaire. Vous confectionnez l'appel d'offres, vous envoyez l'appel d'offres à l'entreprise désignée qui envoie son offre. Vous mettez en place une commission d'analyse qui analyse l'offre de soumissionnaire désigné à l'avance et la commission trouve non conforme son offre. Dans la motivation de l'entente directe, vous avez précisé que c'est suite à une urgence. D'accord ?
Son offre arrive, après l'analyse, elle est non conforme. Vous réinitiez le même dossier pour le même soumissionnaire. Pour le même soumissionnaire? Le même soumissionnaire. Et la direction nationale... Alors que ça a échoué. Oui, monsieur. Et le même soumissionnaire, donc, et la même direction nationale de contrôle des marchés publics va donner la non-objection pour la nouvelle procédure. Le soumissionnaire vient pour une deuxième fois. Et on va déclarer non-objection. Alors, non-objection. Elle remet une autre offre, une nouvelle offre. On analyse à nouveau son offre, non conforme. Franchement, est-ce que vous allez encore vous accrocher sur ce soumissionnaire ou vous allez carrément constater qu'en fait, il est incapable et vous ouvrez le marché? Parce que la notion d'urgence n'est plus. Mais on s'accroche. On s'accroche et on relance à nouveau. Il y a urgence, il y a des DAO qui sont présentés, une première offre, deuxième offre, troisième offre. Vous appelez ça comment? Est-ce que ça ne sent pas la corruption, ça? Alors, on initie une consultation restreinte. On aligne 3 sociétés d'un même propriétaire. 3 sociétés. 3 sociétés pour un même propriétaire. Vous appelez ça une concurrence? Ça arrive. Je ne vais pas donner des cas ici, mais ce sont des cas qu'on constate. Une même personne, 3 sociétés. Il aligne 16 entreprises, dont 3. Bien les entreprises dont il est membre, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas compétition. Il n'y a pas compétition. Alors, vous appelez ça comment? Quoi qu'il en soit, il va gagner. Vous appelez ça comment? Alors, vous savez, à partir du moment où vous allez en dehors de la loi, parce que on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Donc, tout le monde connaît le contenu de cette loi. Alors, en passant à côté, c'est qu'on le fait exprès en visant autre chose. Moi, une fois, je vais être rapide. Une fois, j'ai vu un cas d'un marché où le soumissionnaire avait remis une offre TVAC. Une offre TVAC. Prenons 1 milliard. TVAC. Et lors de l'attribution, on attribue pour le même montant, mais en CIP. En CIP. En CIP. Le même montant en CIP. C'est-à-dire CIP, ça veut dire cost and port. Ça veut dire la marchandise vient arriver au port, l'autorité contractante doit des douanes. Alors que dans l'offre, le montant d'1 milliard TVAC, ça veut dire que c'est lui qui dédouane, qui paie la TVA et tout, et il remet la marchandise. Alors, la question qu'on se pose, la différence entre le montant de la soumission et le montant de l'attribution, il va où? Ce n'est pas dans les caisses de l'État. Donc, vous parlez des défis, mais il y en a toute une multitude. Donc, vous ne pouvez pas terminer. Non, il y a beaucoup de cas. Faustin, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport aux défis? En fait, il évoque plusieurs cas qui montrent justement qu'il y a des défis dans le secteur des marchés publics. Donc, il évoque plusieurs cas. On peut nommer plusieurs. Mais je crois que les principaux défis dans ce secteur, c'est d'abord la faible capacité des institutions, de ces institutions qui doivent garantir l'application de ces principes de transparence. Est-ce que vous allez parler de l'autorité de régulation des marchés publics, qui est la Direction nationale des marchés publics, au niveau des moyens humains, matériels et financiers. Il y a aussi la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Ces organes doivent avoir des moyens humains compétents, matériels et financiers. Il faut aussi un soutien politique de la part des autorités.
haut sommet. Parce que si ces marchés... Le soutien. Si les entreprises... soutien? Le soutien politique. Ça veut dire parce que ces entreprises qui sont alignées, des fois, il y a dans les assemblées générales, on trouve par exemple des gens bien positionnés dans le pouvoir. Et des fois, ils commencent à user les positions stratégiques pour gagner un marché. Ça se fait. Quand il n'y a pas de soutien politique, alors ces organes techniques devaient vraiment faire du bon travail. Et vraiment, leur travail s'en trouve biaisé parce que l'influence extérieure, l'influence de la hiérarchie peut peser lourdement sur leur travail. Donc, j'insiste sur le soutien politique au plus haut sommet. Si 10 mois, il y a une vision de vouloir réformer et assainir ce secteur. Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas cette vision? J'imagine qu'il y a la vision avec le récent forum. On veut que le Burundi soit un pays émergent en 2040. Si on badine avec cette histoire de marché public, on va piétiner. On ne va pas avancer. Et aussi, il faut sanctionner. Parce que si on analyse, l'autorité de régulation du marché public a un pouvoir de faire des audits indépendants, de produire des rapports annuellement pour voir comment, au niveau de l'exercice budgétaire, comment les marchés publics ont été organisés, la passation de marché public, comment elle a été faite. Mais on ne voit jamais des sanctions, des poursuites judiciaires. Parce qu'on ne peut pas me dire que depuis une certaine période, on entend une mauvaise passation de marché public, mais parmi les personnes responsables des marchés publics, parmi les commissions techniques, les cellules, les agents de ces organes de contrôle, personne n'a jamais été inquiété, mais si on fait des statistiques, combien? Ça montre que c'est un système qui se rige, qu'il faut absolument casser. Parce que si un marché est mal organisé, il passe au niveau de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. La Direction de contrôle des marchés publics donne son non-objection, donc la valise. Ça veut dire qu'il est impliqué. Ça veut dire que les membres soit ils ont reçu une injonction supérieure ou bien ils sont complices. L'autorité de régulation des marchés publics, il peut même vraiment prendre des mesures et allant même à suspendre le processus de passation de marché. Mais s'ils ne le font pas, alors que les deux indices sérieux d'irrégularité sont là dans le processus de passation de marché, ça veut dire que quelque part, il y a une instruction supérieure ou bien eux, ils sont complices. Mais jamais on ne voit quelque part des sanctions de la part de la justice, alors que même le favoritisme dans le marché public, c'est une infraction punie par la loi au niveau de la loi anticorruption. Je reviens directement vers vous, mais je tiens à rappeler que l'émission Mosaïque porte aujourd'hui sur la lutte contre la corruption dans le secteur des marchés publics. Et nous sommes avec nous 3 invités sur le plateau. Eric Nkurunziza, directeur technique de la réglementation et des affaires juridiques au sein de l'autorité de régulation des marchés publics. Et il y a Faustin Ndikumana, directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, ainsi que Pierre Claver Roulerekana, quelqu'un qui a fait le commerce international. Il participe en tant qu'acteur, il participe de temps en temps dans ce secteur en tant que soumissionnaire. Faustin Ndikumana, je suis encore une fois avec vous. S'il y a corruption dans le secteur des marchés publics, on peut dire que cette situation a quelle incidence sur l'économie du pays et des citoyens? Vraiment, au Burundi, l'incidence vraiment est grave, même gravissime, parce que avoir la situation économique de notre pays, et retournons en arrière pour voir les projets qui ont été mal gérés suite au mauvais procédure de passation de marché public et impact au niveau économique. Les routes, vous vous souvenez, la route Makebuko, vous vous souvenez la route Rumonga avec MGCO, vous vous souvenez le barrage de Kajé qui est pour l'irrigation du riz à Mhanda, il y a le barrage de Mhanda. Il y a beaucoup de marchés qui ont pesé lourdement sur l'économie nationale. Il manque à gagner vraiment à peser lourdement sur l'économie nationale. J'imagine, alors, si on continue comme ça même cette volonté de vouloir faire décoller notre économie ne sera pas réalisable. Parce que le marché, comme je vous ai dit, plus de 70% des dépenses publiques passent par le marché public. Ça veut dire que la réalisation du programme gouvernemental, l'exécution budgétaire se passe à travers le marché public. Si il est gangrené par la corruption,
au niveau des réalisations, la contrepartie physique n'existera pas. Donc le pays va reculer de manière substantielle. Je crois que même il faut qu'il y ait un sursaut par rapport à cette situation. Et parce que même si on fait le volet sur facturation, quand un marché public devait par exemple coûter 20 millions et on arrive à 100 milliards, les 80 millions. C'est rentre dans les caisses de certains individus. C'est cet enrichissement illicite qu'on observe aujourd'hui. Donc, des achats, des dépenses extravagantes, et l'effet de démonstration dans certains. Donc, on voit que quand même, si on n'y prend pas garde finalement, tous les efforts qu'on veut faire pour développer ce pays sera comme dans les pédalos. Il faut en tout cas agir et l'organe, il parlait des organes. Monsieur Eric Nkurunziza est directeur technique au sein de l'ARMP et il y a Faustin qui dit que votre organe doit agir, en tout cas sinon l'incidence est grave sur l'économie nationale et des citoyens, l'économie du pays et des citoyens. Okay. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir un peu sur l'impact de la corruption sur le développement du pays. Bon, il faut savoir que les marchés publics en soi contribuent au développement du pays. Si les procédures sont régulièrement passées, si les marchés sont exécutés convenablement. Donc, quand le domaine des marchés publics est gangréné par la corruption, les conséquences qui s'observent dans le pays, c'est que premièrement, il a déjà dit, les marchés deviennent chers parce que il y a une partie en montant qui devrait rester dans les caisses de l'État, mais qui partent directement dans les poches des individus. Ça, c'est un. Deuxièmement, les marchés restent dans les mains d'un certain groupe de personnes parce qu'ils ont les moyens de corrompre. Vous retrouvez à un certain moment que ce sont les mêmes personnes qui sont titulaires de marché au niveau national. Et cela va entraîner que les petites et moyennes entreprises ne pourront plus avoir accès au marché public. Parce que eux, donc ce sont peut-être de petites entreprises qui viennent de naître, qui n'ont pas encore les moyens pour donner, mais donc ils sont contrecarrés par ces manias. Mais il y a lieu de déduire, et à travers ce que vous dites, Monsieur Eric Nkurunziza, de déduire que vous avez en tout cas des limites au sein de l'organe, l'autorité de régulation des marchés publics. Il se peut que vous ayez des limites dans le suivi de ce qui se réalise au sein des marchés publics. Oui. Bon. Je vais répondre. Donc, il y a d'autres conséquences. Donc, donc la corruption entraîne aussi une mauvaise exécution des marchés. La corruption entraîne aussi l'appauvrissement de la population. Parce que avec les marchés publics, il y a une répartition des richesses. Parce que un soumissionnaire va gagner, un soumissionnaire de Gitega va gagner un marché et la population environnementale va en bénéficier, l'autre de Rutana. Mais si les marchés restent en main d'une certaine catégorie de personnes, vous comprenez très bien qu'il y a une certaine partie de la population qui ne pourra pas bénéficier des fonds publics. Ok. Je vais revenir donc à votre question. L'autorité de régulation des marchés publics a comme mission d'assurer la saine application de la loi des marchés publics. Donc, et il y a la RMP a plusieurs attributions qui sont conférées par la loi. Comme vous venez de le dire plus tôt, la RMP n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir suivre tout ce qui se passe dans le pays. Mais par exemple, pour ce qui est, mes amis l'ont dit, par exemple, un dossier d'appel d'offres qui a été mal élaboré, il passe au niveau de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Mais s'il n'y a pas de contestation ou autre chose, la RMP ne le saura pas. Si, par exemple, il a été mal élaboré et que la Direction nationale l'a entériné malgré les irrégularités et que rien n'a été dit, la RMP ne pourra rien savoir. Donc, il faut que d'abord, il y ait
l'ARMP aussi soit au courant des actes frauduleux qui sont en train d'être commis ici et là pour qu'elle puisse agir. Il y a autre chose. L'ARMP n'a pas suffisamment de moyens pour couvrir tout le territoire national. Donc, en plus des ministères, des entreprises publiques, il y a les communes aussi qui passent les marchés. Or, les communes rurales représentent plus de 90% de toutes les communes. En tout cas. Or, on n'est pas représenté dans toutes ces communes-là, ou bien dans les provinces pour que... Donc, il n'y a pas de décentralisation. Donc, il n'y a pas de décentralisation. Il n'y a pas... l'ARMP n'est pas suffisamment doté de personnel. L'ARMP ne compte que 15 membres. Oui, 15 employés. Et parmi les 15, on compte aussi les plantons, les chauffeurs, ainsi de suite. Les personnes qui sont suffisamment outillées pour intervenir, ils ne sont que peut-être au nombre de 5 ou 6. Donc vous comprenez très bien qu'on n'a pas suffisamment de moyens matériels, financiers aussi. Avoir les missions que l'ARMP a et les moyens qui sont mis à sa disposition, on ne peut, sur les 19 attributions de l'ARMP, on ne peut mettre en œuvre que peut-être 5. Parce qu'on n'a pas les moyens. De toutes les façons, et c'est une question que je vais poser à tout le monde ici présent sur le plateau, et il y a en tout cas un problème, si vous êtes au nombre de 15 au sein de cet organe qui devrait suivre de près ce secteur de passation, exécution des marchés publics à travers tout le pays, c'est un problème. Quelle voie de solution que vous pourriez proposer pour lutter effectivement contre cette corruption qui est présente dans ce secteur des marchés publics? Ok, merci de la question. Bon, la première chose qu'il faut, c'est que tous les intervenants dans le domaine des marchés publics aient dans la conscience, parce que la corruption, c'est d'abord dans la conscience. La conscience personnelle. Personnelle. Il faut que les gens sachent que en corrompant ou bien en étant corrompu, on est en train de détruire le pays. Donc, c'est la première chose. Donc, il faut que ça parte de l'intérieur de chaque intervenant dans le domaine des marchés publics. La deuxième chose que je pourrais dire pour lutter contre la corruption, il faut que les personnes dont les preuves ont été constatées qui sont corrompus ou bien qui ont corrompu soient vraiment punis. Notre ami Faustin l'a dit, on connaît très peu de cas où on a sanctionné des personnes corrompues. Il y en a peu. Donc il faudrait que cet acte de sanction soit vraiment généralisé pour décourager. Donc c'est pour dire qu'il y a des personnalités qui pèsent lourd sur le fonctionnement de ces marchés publics. Bon, vous savez, dans le domaine des marchés publics, il y a plusieurs intervenants. Il y a les soumissionnaires, il y a les deux organes, il y a 3 organes d'ailleurs. Il y a l'autorité contractante qui est chargée de la passation des marchés à travers la cellule de gestion des marchés publics. Il y a la Direction nationale de contrôle des marchés publics qui est chargée du contrôle de la régularité des procédures. Et il y a l'autorité de régulation des marchés publics qui est chargée de la scène d'application. Donc, à chaque étape, on peut dire il peut y avoir des irrégularités qui peuvent contribuer à ce que à l'augmentation de la corruption dans le domaine des marchés publics. Bon, donc la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est la volonté politique. Il faut que les autorités politiques, du moment que ce domaine des marchés publics représente quand même plus de 60% du budget général de l'État, il faut que ce domaine-là soit, soit mis en avant, que les autorités y interviennent très souvent, et pour que ce domaine-là soit aussi développé. Parce que
Si on compare aussi... En tout cas, vous êtes un organe technique, mais d'une manière générale, vous avez besoin d'un soutien politique. Donc, qu'il y ait cette volonté politique de la part de l'État. Oui, c'est ça. OK. Et Pierre Claver, Loulé Kana, des voies de solution. Nous tendons vers la fin de l'émission. Bon, soyons clairs. Tout à l'heure, vous avez parlé du corrompu et du corrupteur. Corrompu et corrupteur, en quelque sorte, ce sont des corrupteurs. Donc, il y a corruption, en tout cas. Le corrupteur n'ira pas voir le corrompu si ce dernier ne lui ouvre pas la porte. Donc, il ne va pas s'improviser. Il va pas s'improviser. Quand vous ne connaissez pas vraiment... C'est difficile d'aller lui proposer de l'argent. Non, ça arrive. Ça arrive. Très difficile. C'est très difficile. Ce sont des cas, mais ça arrive quand même. Dans tous les cas. Moi, le problème où je le situe, c'est au niveau des organes de contrôle. Parce que un marché passe par des voies de procédure de publication. Et l'ARMP, même s'il n'est pas saisi, dans tous les cas, tous les marchés passent par le renouveau. Le journal de renouveau. Et il peut voir et éventuellement prendre des informations. On n'a pas besoin d'être informé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi vous intéresser à l'information. Donc, nous avons deux organes principaux. La Direction nationale de contrôle des marchés publics. La question, est-ce qu'elle fait correctement son travail? Est-ce qu'elle remplit bien sa mission? Vous doutez? J'ai des doutes. J'ai des doutes parce que toutes ces manœuvres, ils portent la bénédiction de ce qu'on appelle la non-objection des marchés, de la Direction nationale de contrôle des marchés publics. Alors, avant de donner la non-objection, est-ce qu'elle a fait d'abord son investigation? Est-ce qu'elle a dû? Parce que la loi, elle maîtrise. Vous avez l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP. 15, 20 personnes. Le problème n'est pas au niveau de l'effectif. Même, supposons que ce qui se passe ici à Bujumbura, laissons tomber ce qui se passe à l'intérieur, mais déjà à Bujumbura, est-ce qu'elle arrive à arrêter l'hémorragie? Seulement dans la capitale. Rien que ce qui se passe, est-ce qu'elle arrive à arrêter l'hémorragie? Je ne pense pas. Donc, ce n'est pas une question d'effectif. La loi lui a donné tous les pouvoirs, tout ce qu'il faut pour qu'elle remplisse bien sa mission. Donc, et tant qu'il n'y a pas de respect, tant que les organes de contrôle ne donnent pas, n'instruisent pas à ces autorités contractantes de respecter la loi. Ça veut dire passer à l'ouverture. Quand vous ouvrez une classe, mais vous n'allez pas aligner les élèves et commencer à séparer ce qui entre et ce qui n'entre pas. Vous laissez tout le monde entrer et vous allez les éliminer après l'examen. Si ceux qui réussissent, réussissent. Ceux qui échouent, bon, ils y rentrent. Mais d'avance, allez dire, Faustin entre, vous n'entrez pas, et ainsi de suite. Ça, c'est de la discrimination. Et la loi est contre la discrimination. Donc... Faustin Dikoumana, quelque chose à ajouter? Nous parlons de voies de solution pour lutter effectivement contre cette corruption qui gangrène le secteur. Il ne faut pas y aller par quatre chemins. Moi, je vous dis, pour que le secteur de la marché public soit assaini, d'abord, il faut qu'il y ait une volonté politique au plus haut sommet. La volonté politique au plus haut sommet,
Moi, ici, je parle en personne au président de la République, lui-même de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République. Aujourd'hui, beaucoup de hauts cadres de l'État, vous savez qu'ici au Burundi, le problème des incompatibilités, des conflits d'intérêts n'est pas bien géré. Il y a des hauts cadres qui ont des sociétés qui ont influence pour que les sociétés gagnent des marchés. Ils veulent s'affranchir justement de ces principes contenus dans le code des marchés publics. Maintenant, au Burundi, il faut développer ce qu'on appelle le capitalisme de copinage. Quelques amis, clubs qui se partagent les marchés publics. Capitalisme de copinage. De copinage, c'est ce qu'on appelle. Explication. Le capitalisme de copinage, ça veut dire que quelques amis, quelques hommes influents constituent une classe, se partagent les marchés communs. C'est le capitalisme de copinage qui s'est développé un jour dans les îles Philippines sous Ferdinand Marcos. J'ai lu beaucoup d'exemples. Donc le capitalisme de copinage est en train de se développer dans ce pays. Seul le président de la République peut casser cela. Pour casser ces monopoles auxquels on assiste régulièrement, un monopole, quelqu'un détient un monopole de fourniture de 3, 4 ans, 5 ans de façon successive. Donc c'est inquiétant. Mais là, le président de la République a ses subordonnés. Le président doit prendre des mesures parce que ces subordonnés et même ont des sociétés, je t'ai dit, des sociétés qu'ils ont créées, des amis. Il faut qu'ils soient mis au-dessus de la mêlée pour casser tout ça. En dehors de ça, c'est important. 2, les capacités techniques financer avec les moyens à ces organes pour rendre beaucoup plus compétents. Autorité de régulation des marchés publics, Direction nationale de contrôle des marchés publics. Parce qu'il faut qu'ils aient vraiment au niveau, la capacité justement d'avoir des informations ici et là, de les traiter rapidement. De les traiter rapidement, ça au niveau des ressources humaines même. On a moyens pour faire face à tout cela et appliquer la loi. Donc le code des marchés publics, en dernier, c'est la justice qui doit fonctionner. Dans son pays, la justice, on dirait qu'elle est en congé. La justice est dans l'inertie totale. Parce que la justice doit s'autosaisir des questions liées à la Est-ce que là, vous n'abusez pas, M. Faustin? Je n'abuse pas parce que je dis, par exemple, les questions de mandat, par exemple, la justice s'autosaisit immédiatement. Ce n'est pas le président de la République qui instruit à la justice de s'autosaisir de ces questions. Des indices sérieux de malversation sont là, la justice commence à travailler. C'est un pouvoir indépendant. C'est un pouvoir indépendant. Il faut se dire de ces questions, collaborer avec des institutions indépendantes comme l'autorité de régulation des marchés publics aussi pour échanger. Vous savez que même dans le rapport, les rapports que doivent faire l'autorité de régulation des marchés publics et l'audit qu'il fait annuellement, il transmet le rapport à la Cour des comptes. Pourquoi transmettre à la Cour des comptes? Ça montre que quelque part, des institutions peuvent travailler en synergie pour casser ce cercle, ce système qui tendrait de maintenir le pays dans une situation difficile. Certes, bon, et le président de la République pourrait avoir maille à partir avec plusieurs dossiers au cadre, mais il devra avancer sur ce terrain. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Faustin Ndikoumana. Je rappelle que vous êtes le directeur national de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Merci à vous, M. Eric Nkurunziza. Vous êtes le directeur national, le directeur technique de la réglementation et des affaires juridiques au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP en sigle. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à vous, Pierre Claver Roulet-Lekana. Vous avez fait le commerce international. Vous êtes un acteur actif dans ce secteur des marchés publics dont nous étions en train de parler. Et vous participez de temps en temps dans ce secteur en tant que soumissionnaire. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à cette émission. Merci aussi pour votre invitation. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur la lutte contre la corruption dans le secteur des marchés publics. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci également à Alain Désiré Boukénéza pour la réalisation de l'émission. À la présentation, vous étiez avec Léon Sebitario. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.